Bonjour à tous pour cette dernière de l'année 2025. Dernière ne veut pas dire 2025, mais surtout une belle projection sur 2026 par rapport au poste qu'on a fait avec Alexandre. Donc, sonder et se dire qu'est-ce que va être l'année 2026. Donc, c'est maintenant. Alors, je ne dis pas que les décisions se font maintenant, mais on pense à quand même une reprise du marché en 2026 et j'espère que beaucoup de deals qui vont se signer et donc et une conversion enfin d'un centre de consultants de CC à S4. Mm. Je l'ai expliqué avec Alexandre précédemment. Moi, alors il y a une génération, la fameuse génération Z qu'on évoquait, qui est pas forcément, alors qui a une vision très très pragmatique, certainement de S4ANA et qui se dit, moi j'ai envie de faire que ça, un peu comme sur les 7 jobs qu'on a définis, c'est je rentre dans la case du 7 jobs, là, de l'un, mais je ne vais pas sauter de l'un à l'autre. Mm. Donc Pierre Coll nous en a ajouté un petit nouveau. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on a quand même 7 piliers qui sont potentiellement intéressants avec des métiers qui sont en connexion avec SAP, mais qui redessinent un peu le marché et les emplois de demain, enfin plutôt d'aujourd'hui. Bonjour à tous aussi. Ce qu'on peut dire sur ce qui va se passer début 2026, depuis un mois, il y a des démarrages de projets de taille assez conséquente qui vont mobiliser des plateaux de 100 personnes. Il y en a 3-4 sur Paris, effectivement. Alors que ça veut dire 100 personnes, ça veut dire des BPO, des MOA, des MOE, des directeurs de projet, des directions métiers qui vont être mobilisés pendant 3, 4, 6 mois avec des intégrateurs de taille assez costauds et ça va cannibaliser pas mal de consultants des cabinets de conseil, des internes, des sous-traitants, des freelances dessus. Ils sont arrivés, nous ont consultés, on les a entendus là-dessus. Ça va démarrer sur janvier, février, mars. D'autres projets plus costauds encore arrivent derrière et effectivement, ça semble être un élément déclencheur de reprise assez fort là-dessus. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce qu'effectivement, ce sont les deals de fin d'année qui doivent démarrer? Je pense pas, il y en a d'autres derrière. On était parti en tête de poser la question combien il y a de clients finaux SAP en France, de bases installées ECC, S/4HANA, Business One. En gros, voilà, c'est ce qui est là-dessus. Les chiffres varient entre 2400 et 3200. Maintenant, il faut dédoublonner toutes les filiales des entreprises. Nous, on n'a pas encore allé jusqu'au bout, mais on pense qu'on est à 2600 entreprises qui en finaux en France. Si quelqu'un a l'information officielle, ça nous intéresse. Parce que toujours est-il que parmi ces 2600, il y en a 340 qui sont passés sur S/4HANA ou qui sont en cours. Donc c'est un ratio qui semble à peu près cohérent. Quand on regarde la typologie de ces entreprises, entre les grands comptes, les middle market et puis les sociétés qui font entre 30 et 150 millions d'euros, ça représente un nombre très très important de conversions à faire avant 2030. Et c'est clair que c'est pas les 12 000 consultants SAP, je parle consultants, je parle pas des profils en sens, qui vont pouvoir les délivrer dans les 4 prochaines années. C'est impossible pour ça. Quand on échange effectivement avec ces partenaires, ces directeurs de projet d'intégrateurs, clairement, certains sont déjà à 120% de leur capacité. Leurs pools de freelance sont déjà staffés, donc ils ouvrent les vannes à d'autres. Et le plan B, ce sera Nearshore, clairement. Donc Nearshore Maghreb, Nearshore pays de l'Est, parce que certains intégrateurs ont commencé à monter des structures assez costauds là-dessus. Ouais. Il y a maintenant. Ouais. Hongrie, Pologne. Il y a des plateformes qui commencent à se lancer. Alors pourquoi ces plateformes-là? Pourquoi ces endroits-là? Alors certes, le coût est plus faible, mais il y a un autre aspect, c'est que déjà leur maîtrise de l'anglais et leur capacité linguistique à travailler dans différentes langues européennes est plus important qu'on ne l'imaginait. Les langues slaves sont proches de l'italien, sont proches du français, sont proches de l'allemand. Résultat, la Roumanie ou autres s'en sortent plutôt mal s'en sortent plutôt bien, pardon, pour travailler avec la France. Et puis ensuite, effectivement, quand on les interroge, l'offshore va arriver, encore à nouveau, mais l'offshore Inde, il n'y a pas pour ça. Et ça, peut-être pas l'année prochaine, mais l'année suivante, ça va arriver par défaut de ressources. Ouais. Nous, je sais que maintenant,
tous les appels d'offres, l'offshore avec une équipe dédiée qui est aux Philippines, hein, Mm. est compris dedans. Donc, ils ont une très bonne maîtrise de la BTP, Mm. une très bonne maîtrise du fonctionnel aussi, des solutions cloud, des solutions private, une disponibilité, on ne parle même pas, si je le dis, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que les législations, Mm. alors certes, on a une très belle législation en France, mais on ne peut pas faire le poids face à des personnes qui nous disent, bah, nous, nos équipes, elles sont capables, mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et elles le sont. Elles le sont. Ils arrivent à gérer des équipes. Alors, ils ne sont pas à faible coût. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mm. Ce pas des taux à 50 dollars jour. Ils sont à 400 dollars jour. Mais des vrais technico-fonctionnels qui maîtrisent la BTP parfaitement en bilingue. Et ils se mettent aussi à toutes les langues parce que c'est comme tout. Hein. Ils se disent, bon, bah, il y a un marché pour la France. Bah, ils apprennent le français aussi. Mm. Ou Ouais. l'allemand, voilà. Et les Indiens aussi font pareil maintenant, ils te disent bah ok, on va monopoliser des ressources qui sont aussi multilingues. Bah, c'est ce qui se passe. Les universités de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, des filières classiques, sociologie, commerce, enfin, ou autres là-dessus, ces centres, ces intégrateurs qui sont présents sur place, qu'on ne va pas citer, effectivement, sont en train d'aller les récupérer. Souvent, ils maîtrisent 2, 3 langues et les forment sur SAP, à faire du support dans un premier temps, puis après à faire des projets Ouais. pour s'adresser, et en s'adressant à toute l'Europe. Hein. Et c'est pas que la France en particulier là-dessus, ça en fait partie. Ça a démarré il y a 1 an et demi, et là, ça commence effectivement à prendre Ouais. pour de bon. Au point qu'il y a des postes de manager ou de directeur en Hongrie et en Pologne. De francophones, si, c'est pour ça que ça intéresse. Alors, on n'en a pas chez nous, mais on sait qu'effectivement, actuellement, ces plateformes, mais un peu comme une époque, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 10 ans, à Chennai ou à Mumbai, il y a des Français qui partaient là-bas pour former des équipes locales, ou du moins faire servir de tête de pont comme interlocuteur. Ouais. Après, tu as dit, là, par rapport à son client, souvent on dit voilà, il y a déjà un tiers des clients qui sont passés sur du S4 et il reste encore les 2 tiers à passer. Hmm. Après, on se connaît les solutions. By Design va s'arrêter. Donc, nécessairement, bah, la suite logique, c'est le public cloud. Business One aussi, hein, c'est le public cloud. Hmm. Les clients aujourd'hui sont bien briefés du point de vue marketing par SAP sur SAP Activate. Donc, ils ont bien conscience qu'on doit adopter et s'adapter. Hein, c'est le maître mot de SAP, à charge pour les ESN de véhiculer la bonne parole et d'expliquer en quoi consiste notre métier. Hein, parce que c'est pas juste après dire au client, bah, tu mets le doigt sur la couture et tu suis la méthode fit to standard et après c'est tout. Sauf que les clients, ils arrivent souvent avec toutes leurs interfaces. Et j'en Hmm. discutais hier encore avec un client. Il te dit, bah, on est face à Sage et Cegid. Hmm. Donc, une fois que tu as expliqué le fit to standard, bah, Sage et Cegid sont aussi dans une même logique. Hein, c'est de la méthode agile. Bah, vient le coût des licences et le TCO. Ça, c'est quelque chose qui apparaît, de mettre en concurrence frontale lors d'une migration vers s quitte à décommissionner ECC6 et passer sur autre chose. Parce que bon, alors, c'est ton métier plus que le mien, mais le ROI, il n'est pas toujours existant. Enfin, il est rarement existant derrière. La question, c'est qui va le faire, comment, quel enjeu, et est-ce que c'est le bon timing pour l'entreprise? On peut dire qu'il y a la moitié des sociétés en France qui sont sous pression financière. C'est pas le bon timing pour aller effectivement s'emmancher sur un projet qui va mobiliser les ressources internes, des intégrateurs, des freelances, enfin tout un écosystème qui va se mobiliser dessus. Pour peu qu'elle soit en banlieue parisienne excentrée ou en province, c'est encore moins gagné hein, pour ça. Donc en gros, on a des échos de projets qui sont remis au calendrier grec. On se dira on verra plus tard. Les devis, on les a en gros, hein, les propositions, on les a. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Bah, ouais, on fait alors, j'allais dire, on est plutôt en phase, quand on dit sur de l'avant-vente. Hein, l'avant-vente, elle peut durer un temps certain. Et après, on a face à nous des gens qui maîtrisent après, s'ils sont sur des systèmes d'info en 2025, c'est qu'ils connaissent quand même un petit peu leur métier. Donc, on a Mm. des gens qui, pas forcément, tu l'as dit, pas forcément des consultants, mais comme je parlais de maisons de retraite dans les clients finaux. Bah, les gens qui sont en gros chez les clients finaux, soit c'est des fois des anciens consultants ou qui sont considérés comme des consultants.
Donc, sont vraiment à même de se dire, bon, si on est capable de faire un ROI pour dire, on est sur OCC, mais aujourd'hui, on a un Sage qui nous fait une politique super agressive, je ne pense pas qu'SAP pourra se dire, c'est gagné, c'est des clients qui sont sur OCC, ils vont naturellement migrer vers SAP. Et non. C'est aussi ça, hein, le paradigme. Il ne faut pas non plus qu'on s'attende à ce que toutes les solutions OCC vont migrer nécessairement sur du S4. Peut-être que c'est l'idée qu'on peut se faire, mais ça n'empêche qu'ils ouvrent les chakras et se disent, Sage a une très belle solution, Cegid aussi, surtout si on n'a pas forcément une entreprise qui a des filiales à l'étranger. Donc, si tu te dis sur une entreprise qui est quand même locale, mais qui fait de l'export, la dimension SAP peut te dire est-ce que c'est toujours d'actualité. Et tu peux t'orienter sur des solutions. Maintenant, que ce soit IFS est en cloud, Cegid est en cloud, Sage est en cloud. Donc, hormis la migration des données, si tu veux rentrer après sur du fit to standard, tu as ton fit to standard, que ce soit un cloud public, un Sage, un Cegid, le MRP, tu l'as dedans, tes appros, tu l'as dedans, ta finance comptabilité, c'est la même chose, hein. C'est du réglementaire. Donc, moi, c'est un point alors pas qui m'interroge, mais c'est un point en considération. Alors, comme ça, il n'y aura peut-être pas besoin de plus de consultants sur SAP, mais ce qui nous oblige à passer plus de temps sur les avant-ventes et d'être encore plus challengé. Donc, c'est sur cette partie-là, sur la vague qui arrive, je sens qu'on est plus mis sous pression, on dit plus facilement du go-no-go, surtout pour les ESN intermédiaires, parce que type un Viséo, un Deloitte, ne va pas aller sur de la PME. Hein. Donc, la question ne se pose pas. Donc, on est vraiment sur un marché qui n'est pas évident, hein, la PME, parce que il n'y a pas beaucoup de marge à faire. Elles sont plus proches de son budget, encore plus vrai aujourd'hui avec le climat économique. Donc, 2026, oui, il va y avoir des projets. Je ne me sens pas super chaud sur de la PME. Non, les syndicats en France ont publié une carte qui est bien faite de Google Maps avec 430 points, qui sont les 430 plans sociaux qui sont en cours actuellement. On a récupéré le fichier qui est derrière, on l'a dédoublonné, et sur les 430, il y a 110 sociétés utilisatrices SAP. Alors, certaines sont connues ou autres. Ça ne veut pas dire qu'elles licencient, parce que les fonctions SAP, en général, c'est les dernières à partir. Mais sur ces 110, c'est assez clair que soit elles ajourneront ces projets-là, soit elles vont se faire racheter. Et dans le cas effectivement d'un rachat ou d'une dissolution d'entreprise ou d'un démantèlement de la filiale ou autre derrière, il y aura une histoire qui va se passer derrière. Si l'acheteur a SAP, effectivement, peut-être qu'au passage, il fera un release S4HANA avec son corps modèle, mais il y a aussi ce mouvement moi qui m'interroge sur ces sociétés qui sont un peu figées économiquement, qui pour 80% sont des acteurs industriels pour ça, qui sont dans la vallée du Rhône, qui sont répartis un petit peu partout. Et le paradoxe, c'est il y a encore des recrutements à faire SAP dans ces sociétés. Mais avoir un PSE et recruter, c'est pas incompatible pour ça. Mais c'est clair que ces sociétés-là, elles vont devoir se poser des questions, on y va ou on n'y va pas là-dessus. Aujourd'hui, on a la moitié des postes qui sont encore sur ECC, la moitié des postes qui sont sur S4HANA. Quand on pose des questions, avez-vous prévu de passer sur S4 ? Oui. Quand ? Je ne sais pas. Ça va se faire. Donc c'est une promesse qu'on ne fait pas aux candidats en disant qu'il y a des projets S4. Maintenant, quand on voit ces sociétés installées, qui sont souvent industrielles et qui sont sur ECC, il y a des belles équipes, il y a quand même des beaux projets, parce qu'il y a du business improvement, il y a de l'amélioration des processus métiers qui est à faire, il y a des gains de productivité derrière, et franchement, ils sont prêts à payer soit des CDI, soit des freelances, pour aller dans les usines, sur les flux supply chain, les flux logistiques, améliorer le CC, parce qu'il y a des sous-traitants de l'armement qui marchent bien, et des sous-traitants aéronautiques qui marchent bien. Eux, S4, c'est pas une priorité, parce que déjà, il y a 50% de spécifiques dans l'histoire, et il leur faut encore des technico-fonctionnels. Donc, avant-hier, on a encore une demande, effectivement, pour un technico-fonctionnel sur la partie PP. Voilà, là-dessus. Ils veulent pas autre chose. Et il y a encore un marché. Je pense que ce marché-là, il sera encore pendant quelques années. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce que typiquement, moi, j'avais fait l'appel d'offres sur MBDA. Donc, je dois placer pour
pour dire que c'est le sujet de la défense. On est sur des solutions on-prem qui se rapprochent le plus encore de ce qu'ils avaient précédemment sur de l'ECC. Ce qui n'empêche pas ces entreprises-là d'avoir une vision d'optimisation de leur processus métier, donc avec une grosse partie sur une conduite du changement. Donc en soi, mais ce n'est pas le cœur de tout ce qui fait la France. Donc oui, après, on a des grands groupes, Airbus, MBDA, tous les sous-traitants qui dépendent de l'aéronautique. Certains sont sur SAP et pas d'autres. Pour aller dans le point que Charlie a soulevé sur la partie BTP, SAP Integration Suite, Mesh, API, sur tous les projets maintenant, c'est quelque chose, et ça fait partie des 7 métiers qu'on a évoqués, sur des spécialistes dans l'intégration. Alors, tu as dit la Vallée du Rhône, c'était excellent. Sur la vente d'hier, c'était une entreprise de la Vallée du Rhône. Donc, le projet était, alors pour l'instant, c'est juste, vous êtes en concurrence avec deux autres intégrateurs, mais avec du Sage. Donc, le projet est relativement simple. Il y a une partie cloud public et toute une partie avec plus d'une cinquantaine d'interfaces. Et le challenge, c'est de se dire, j'ai un budget, je ne dirais pas le budget, qui est sous contrainte. Donc, en gros, il faut que vous fassiez tout rentrer dans ça, y compris les licences. Donc, c'est au cordeau, c'est-à-dire que c'est du local, de l'offshore, des personnes qui maîtrisent parfaitement tout ce qui va être Integration Suite, les API, les web services, et notamment les API sur le cloud public, pour dire déjà sur les 50, est-ce que ces 50-là rentrent dans les API et de se dire derrière, est-ce que tu maîtrises du talent, est-ce que tu sais faire du Seaburger, enfin tous les noms que vous connaissez tous. Donc, c'est un métier à part. Moi, honnêtement, j'allais dire, les consultants ECC qui sont un peu technico-fonctionnels vont aller sur les IDOC, des choses comme ça, mais de se dire, est-ce que sur API REST, tout ça? Non, moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Donc, c'est un métier à part. Et sur tous les projets qui vont venir, ça sera des profils qui doivent parfaitement maîtriser toutes les ESN et les consultants là-dessus. Nous, on cherche un architecte BTP CPI, on ne trouve pas pour le moment. Donc effectivement, il y a une perche qui est lancée à ceux que ça intéresse. La question qui se pose, c'est que maintenant, on a des demandes de consultants SAP standard, Order to Cash Cloud, et on nous dit, mais est-ce qu'il y a une maîtrise de BTP? Ben oui. Il y a une maîtrise effectivement de tout ce qui effectivement cette partie qui est périphérique et qui aujourd'hui se retrouve pas dans les parcours, se retrouve pas dans les CV. Il y a une attente. Alors tu dis effectivement les API c'est un sujet, mais aujourd'hui dans l'écosystème avec les IA où tout passe par les API REST. Donc en gros, je pense que ça devrait même être une base d'école d'ingénieurs ou de commerce de maîtriser les API avec de maîtriser Postman, enfin juste faire parler les API entre elles pour voir si elles peuvent déjà se connecter et répondre et quelle est la forme du fichier qui en ressort derrière. Ça prend en une semaine. C'est au départ un truc de techos, certes, mais ça permet d'être tout seul, un peu comme les consultants fonctionnels auparavant qui maîtrisaient les requêtes SQL. Voilà, c'est un peu la base, effectivement, d'il y a 15 ans. Est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul pour faire des requêtes dans des bases Oracle? Et maintenant, effectivement, cette notion d'API, d'interconnexion entre les outils, que ce soit un ERP grosse machine ou des API d'outils loués sur le web qui font tout, qui font plein de petites fonctionnalités derrière. Oui, il faut les faire parler entre elles. Et ça, je pense qu'il y a un marché là-dessus pour ceux qui effectivement veulent se reconvertir, mais d'aller creuser comment fonctionnent ces API et puis BTP et CPI, qui, je ne sais pas effectivement si la barre est haute aujourd'hui. En tout cas, il n'y en a pas assez sur le marché, il y a une demande. Ouais. Après, moi, je sais que, comme toutes les ESN, on a un vivier de consultants indépendants qui sont là-dessus, que ce soit sur de l'AIF, comme tu l'as dit, du CPI, tout ça, parce qu'ils ont du boulot à plus que ça en faire. Donc, voilà, quoi. Donc, on est sur des beaux TJM. Oui. Et le deuxième sujet qui arrive, c'est les Master Data Management. Ça, on a l'impression que c'est pas pris en compte assez fort dès le départ. Et il y a toujours des freelances un peu pompiers de service qui déboulent effectivement sur les projets pour redresser ça parce que c'est un vrai sujet et probablement qu'il est sous-évalué au départ des projets, quoi. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a vraiment dans MDG. Donc, moi, je m'y suis collé. Donc, voilà, c'est pas juste, alors comme tout le monde dit, Master Data Gouvernance.
Mmh. Demain, on va jusqu'à la gestion des workflows pour la conduite, je sais pas, sur la création de tes business partners, tes fiches articles et d'avoir un son. Alors, c'est pas des techos, hein. Le MDG, c'est vraiment orienté, pareil, alors, on pourrait dire que c'est comme un add-on, bah, c'est un add-on, hein, donc, et après, c'est sous licence. Il y a ça, il y a non seulement les MDM, et après il y a la méthodologie qui est utilisée. Comment on fait? Et quand effectivement dans certaines sociétés, les données sont hétérogènes, elles sont installées sur différentes applications, différents ERP, derrière, il y a un vrai sujet méthodologie pour conduire, ces projets, et c'est pas juste un master data manager qui va le faire. Non, bah, c'est ce qu'on a évoqué, j'ai évoqué hier avec aussi le client. Je dis voilà, c'est un projet dans le projet, la Mmh. migration, donc la maîtrise du CVI, la conversion de ça, le retraitement de la donnée qui est extraite des anciens systèmes d'info, c'est de se dire voilà, est-ce elle est facilement exploitable, la donnée qu'on va extraire de votre système d'info. Comment on va la nettoyer? Est-ce que Mmh. on demande à, je sais pas, à des Indiens, ou on se dit bah tiens, est-ce que l'IA avec les bons prompts va être capable de dire je mets mon template SAP de mon migration cockpit et je lui demande éventuellement de faire le retraitement. Mais pareil, c'est pas juste en disant je fais le petit prompt. Bah, c'est pareil aussi, hein, c'est des personnes qui vont maîtriser. Mais après, c'est quelle IA? Est-ce que j'utilise Joule? Est-ce que j'utilise ChatGPT? Est-ce que j'utilise Mistral, Gemini? Mmh. Est-ce que la version pro, elle est capable tout de suite de me faire quelque chose qui est relativement propre? C'est aussi ça. Moi, j'ai fait hier, on était sur une présentation avec SAP, avec tous les agents IA. Mmh. Alors, beaucoup, type dans Migration, parce que j'avais l'exemple en tête, c'était sur le cockpit de fin de mois, AFVC. AVC, non, Advanced Closure, cockpit Closure, FC. Euh, elle est top, l'IA, mais c'est une IA qui va juste te décrire, OK, il y a un log en erreur, je t'explique ce que tu Mmh. fais. Moi, j'aurais dit, pourquoi vous n'avez pas fait le next step, c'est-à-dire, bah, vas-y, je te fais un submit et tu me corriges, je ne sais pas, tu vas regarder, je ne sais pas, l'IBAN, est-ce que tu es capable de. Tu vois, et non, pour l'instant, on reste sur quelque chose de, alors, j'allais dire conversationnel. Mmh. Alors, c'est bien, mais il y a toujours encore le décalage entre un client qui s'engage dans l'IA, qui est passé sur le cloud, qui a un an de maturité sur le cloud et qui dit why not? Et aussi, bah, derrière, hein, je suppose que quand on fait une avant-vente, c'est parce qu'on veut faire du deal. Donc, c'est pas Mmh. de se dire face à un client, OK, je te montre l'IA pour faire de l'IA, OK, c'est sympa. Mais moi, demain, comme la dernière fois, je vais gagner combien utiliser ça? Moi, ça me coûte 50. Est-ce que je vais gagner 100? L'état de l'art aujourd'hui là-dessus, c'est de mouliner des données, de les restituer de manière littérale, sans qu'il y ait de prise de décision ou de préconisation qui puisse être fait. Je pense qu'effectivement, il y a une ligne juridique dans ce que une IA peut faire, et ne pas se suppléer effectivement à des actions humaines. Donc je pense que tous les éditeurs là-dessus vont dire oui, c'est un super outil d'extraction de statistiques, de restitution derrière. Après, débrouillez-vous avec. C'est pas nous qui allons faire avec vous. Le deuxième étage de la fusée qui arrive, effectivement, c'est les agents. Les agents, les orchestrateurs qui, effectivement, vont déclencher, effectivement, des actions. Mais est-ce que c'est pas que juste un remarqueté d'un RPA, quoi? Bah, Probablement. souvent, je leur dis, mais bref, ça ressemble plus à du machine learning avec soit un bot qui est derrière ou du RPA. Mmh. Donc, tu dis, on n'a pas le droit de dire ça que c'est de l'IA parce que, Mmh. à un moment, ouais, c'est juste du machine learning. Et tu as un bot derrière qui va te dire, bon, OK, si dans cette direction, celle-ci. Mais c'est l'humain qui reste le décisionnaire. Donc, voilà. Mmh. Et sur des tâches simples, on pourrait le faire. Mais encore une fois, SAP nous dit voilà, il existe, je ne sais pas, 400 agents sur ce sujet-là. Mmh. Bah, prenez votre bâton et allez chez le client et allez-y. Donc, bon, après, c'est pareil. Donc, si on cite sur 3 clients pour l'instant, un seul est vraiment intéressé par l'IA. C'est le début de l'histoire. L'image où on voit un humanoïde, effectivement, dans un entrepôt avec SAP au-dessus. Est assez surprenant, hein, tout comme le CTO de SAP qui prend un café avec un humanoïde. Ces 2 images effectivement sont prédictives de ce qui va se passer. Nous, en discutant avec un de nos clients, qui est effectivement dans l'agroalimentaire, pour les fêtes de fin d'année, il y a des charges, et avoir des humanoïdes qui effectivement, peuvent se promener dans l'entrepôt et faire ces tâches H24, il est preneur.
Déjà, effectivement, il y a les sortes de drones pour aller vérifier les stocks qui sont en hauteur, pour voir s'il n'y a pas de fuite, s'ils sont bien là, si les cartons ne sont pas abîmés ou autres, derrière. Ça commence, mais ça commence vraiment maintenant et ils sont acheteurs de ce type de solutions. Et il se peut qu'effectivement, ce soit un mélange, de force physique, ces humanoïdes, ces robots, et intellectuels qui soit la clé effectivement du succès. Alors côté consultant, côté freelance, côté salarié, il se peut qu'effectivement 2026, il y a plus le choix. Il faut aller effectivement, comme on disait dans les commentaires, aller se former sur CPI, BTP. Je pense qu'il y a au moins 3 choses à se former en 2026. Puis toi, tu peux les lister, mais faut pas passer à côté. Ouais. Même si c'est bachotage, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins la sensibilisation, elle est faite. On sait de quoi on parle pour ça. Parce que même si le marché l'année prochaine sera plutôt haussier, je pense, mais restera un petit peu complexe, ce sujet-là sera quasiment à tous les tours de table, à tous les projets, il sera sur la table tout le temps. Ouais. Et là, j'estime que moi, il n'y a pas assez de personnes qui sont sensibilisées ou compétentes sur le sujet. Non, je pense, alors je ne sais pas si c'est lié au marché français, on fonctionne à réaction, on n'est pas par l'anticipation. Ouais. Donc, certes, tu as des organismes de formation qui te forment, sauf que beaucoup te forment encore sur du GUI, donc tu dis, bah, déjà, il faudrait moi interdire, tu dis, vous faites que du Fiori, que dans tes cursus, que tu mettes nécessairement un cursus sur la BTP, sur le Clean Core, sur le CPC, vraiment des briques qui font que on retrouve les 7 métiers qu'on a évoqués, qui sont ce qui va présager. C'est très renforcé en plus. Moi, je fais très attention quand je discute avec Pierre Coll. Voilà, lui, c'est un sapiens, donc, et il était dans les premiers sur l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ce qu'il dit, voilà, c'est super important d'aller sur ces 7 métiers-là, parce que si vous n'y allez pas, vous allez crever, quoi. Donc, et voilà, et je pense quand on se retrouve face à des métiers qui changent, l'entreprise, elle n'a pas vocation à dire, voilà, j'ai 200 consultants, ils ne veulent pas, en gros, se transformer, je ne vais pas les garder sur le CC. Alors, ça va pas se faire en un an, ça va pas se faire en deux, mais progressivement. Alors, pas mal, j'allais dire, c'est peut-être des consultants comme nous qui seront proches de la retraite à ce moment-là. Pour l'instant, on n'y est pas. Oh, et ça peut aller plus vite que ça. Il y a une attente côté client et OpenAI avec les postes qu'ils offrent aujourd'hui, sont en train d'écrire l'histoire, c'est-à-dire des consultants, des managers qui descendent dans les usines, qui regardent comment ça se passe, qui n'ont pas d'a priori, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'avance et qui vont observer dans un premier temps. Et après, soit avec des flux classiques, soit des flux spécifiques, soit de l'IA ou un mélange des trois, vont faire des préconisations. Et ils vont fonctionner un peu en mode startup par itération, c'est-à-dire on ne sait pas, on vient voir, on a des outils, peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être qu'on peut dégrader l'histoire aussi, c'est pas sûr, personne ne sait à l'avance là-dessus, mais alors moi je reviens effectivement, et on le dit depuis tous les mois ou autres là-dessus, ça nécessite de la mobilité, de la disponibilité, une attention mentale très forte par rapport à ce qui se passe, de percuter très vite, de ne pas être dans une posture de réponse, de réponse absolument pour ça, d'auto-questionnement de ce qui se passe et d'aller dérouler avec les métiers sur place comment on peut améliorer les choses. Et peut-être à la fin se dire, on touche à rien. Parce qu'effectivement, il se peut qu'effectivement qu'on ait des effets de bord à côté, que ce ne soit pas le bon moment ou autre derrière. Et dans les ingénieurs forward d'OpenAI, c'est ça. C'est-à-dire une mobilité à 50%. Ils vont dans les entreprises, ils regardent comment ça fonctionne. Ils n'ont pas de préconisation préjugée derrière. Ils travaillent dessus sur des outils d'IA et ils savent qu'il y en a 1 sur 2 qui sera plié, qui ne marchera pas pour ça. Mais ils auront essayé là-dessus. Alors, il y a l'effet hype, et puis OpenAI peut vendre des produits très très chers. Est-ce que c'est le cas des intégrateurs SAP? Probablement, qu'ils se disent que le modèle économique sera d'abord d'observer des audits et qu'à la fin, ce sera différent de ce qu'on imaginait auparavant sur des modules classiques, effectivement, de dérouler des projets à l'ancienne. Ouais. Je pense que l'IA va bousculer cette approche pour ça, parce que un consultant confirmé,
dopé à l'IA sur place, il peut déjà faire une mini-étude. Il le fait. Après, il peut remonter à la maison, il fait tiens, au bureau, en discuter avec un senior, et puis voilà qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire ou autre derrière. C'est une approche qui est complètement différente. Ouais. C'est l'approche que vend Mistral AI, hein. C'est Oui, cette approche-là de dire on ne vend pas juste de l'IA, non. on vend un service avec l'IA. C'est-à-dire que on facilite le parcours, notamment, comme ils m'ont expliqué avec la CMA-CGM, d'optimisation des processus avec au cœur l'IA, l'humain et l'IA. Donc oui, à l'époque, on avait des supply chain managers, des optimiseurs de la supply chain qui venaient dans l'usine et qui essayaient de comprendre, ils discutaient avec les opérateurs et de se dire, bon, voilà, tiens, ok, ton poste de travail, tiens, tu fais, voilà, et on essayait soit d'optimiser le poste ou de se dire, tiens, est-ce que un robot peut faire ça tiens, tu vas chercher cette information-là, donc sur des systèmes de radiofréquence, et à Mhm. regarder, ça allait du Wi-Fi jusqu'à l'étude du poste, le temps, est-ce que, tiens, est-ce que tu tapes l'information, ce serait mieux avec un scan gun, tout ça. Et oui, et donc si demain, le consultant, il est capable d'intégrer ça aussi parce que c'est quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît le système d'information, qui connaît l'IA, qui sait comment discuter avec l'intelligence artificielle, la restitution sera d'autant plus intéressante. Parce que lui, il pourra dire, en plus, il a l'expérience de se dire, OK, là, c'est chaud ou ça l'est pas. Donc, on l'a évoqué, hein, à la fin, l'IA, elle ne prendra pas la décision. Elle fera de façon de se dire, il y a 80% de chances que ça réussisse. Oui. Te donnera un facteur. Voilà. Il y a, mais ça se basera sur une agrégation de données sans pour autant contextualiser, de se dire, ouais, mais l'IA n'a jamais été dans l'entrepôt. Non, elle n'a pas été, mais je reviens effectivement sur cette image où SAP fait de la pub effectivement avec un humanoïde qui est en train de remplir des bacs. Mais c'est encore plus simple que ça, hein. C'est qu'ils n'ont pas osé, je pense, mettre le logo SAP sur l'humanoïde. Mais la délégation de force physique, effectivement, par l'éditeur et probablement va arriver d'ici 1 ou 2 ou 3 ans, ou certains le feront pour eux. On imagine qu'il faut programmer des robots à l'ancienne, effectivement, avec des codeurs qui vont faire des cirques hautes que dalle. Ils prennent les mains de l'humanoïde, ils lui montrent comment faire, et après, effectivement, le cercle, effectivement, le cycle, il va le reproduire. Il n'y a même pas de programmation derrière. D'un point, il va reproduire effectivement des gestes. Même un humain peut porter des capteurs et le robot va refaire la même chose. Après, l'IA, elle va faire des scénarios qui ne sont pas prévus très rapidement. Ensuite, par itération, si ça sort du cadre, l'humanoïde s'arrête. Et finalement, un humain reprend derrière. Mais comme ça va répondre à 80% des cas d'usage, c'est déjà efficace. En 2 semaines, c'est opérationnel, ces genres de machines. Ça coûte 100 000 balles l'humanoïde. Je pense que l'intégration ne coûte pas beaucoup plus cher pour ça. Et ça remplace tous les intérimaires, effectivement, quand il y a des pics de charge ou sur des choses qui sont là-dessus. Après, ça peut revenir sur des robots plus classiques, plus costauds, plus fiables ou autres derrière. Mais je pense que moi, je suis plutôt alors confiant du côté des éditeurs parce qu'effectivement, il a un boulevard grâce à ça, qu'il va y avoir une agrégation entre l'ERP, l'IA et les robots. Il va y avoir une fusion qui va se passer derrière. Le monde SAP, effectivement, sera impacté, clairement, pour ça, parce que ça représente beaucoup de flux supply chain, entre autres. Et ça permet effectivement de soit pallier des pics d'activité, soit de remplacer, soit de tester des nouvelles choses, avec des coûts d'accès très faibles. C'est rien. Euh, Passer des drones dans des entrepôts, c'est des tickets à 15-20 000 euros, ça marche H24, ça se recharge tout seul, quoi, et ça va détecter effectivement des anomalies quelque part, soit en contrôle qualité, soit ou autre derrière. Et maintenant, cet interfaçage avec SAP, il est superisé. Vous avez les codes, vous avez tous les programmes qui sont derrière, et ça, c'est intéressant parce que non seulement il faut se former sur ces nouveaux outils là, effectivement, qui sont du marché, mais il faut aller dépasser ça et aller dans le monde physique. Comment ça fonctionne. Donc faire de la veille, je pense que c'est très très important, et aller au salon, aller regarder ce qui se passe, aller regarder ce que fait Elon Musk, aller regarder ce que fait Amazon, aller regarder effectivement tout ça, parce qu'effectivement ils sont en avance, mais une fois que c'est scalé, la Chine effectivement va les reproduire et nous les envoyer par paquet de 12, hein. Ouais. De toute façon, on l'avait déjà évoqué à l'époque avec Decathlon, déjà avec ces drones qui sont dans les magasins. Tous les articles sont sur RFID. Le Mm. drone a juste à passer et Mm. l'inventaire, il se fait, mais voilà, des inventaires tournants. Et là, tu dis, tu n'as plus besoin de bloquer ton entrepôt un samedi matin ou un dimanche et d'avoir 50 personnes qui vont compter. Enfin, déjà, ça existait déjà il y a 2 ans. Mm. Non, c'est en train de se déployer.
la France fonctionne pas, soit est en avance parce qu'effectivement il y a des bons ingénieurs et des bons pôles de R&D, mais ils n'ont pas la force commerciale pour être mondial. Et après par réaction se disant bah voilà il y a un effet moutonnier, les autres le font, nous aussi, et ça doit arriver. Moi c'est quelque chose d'intéressant, mais ça fonctionne aussi pour les ventes, ça fonctionne aussi pour les CRM, ça fonctionne aussi pour la finance. C'est pas si réservé que la supply chain. C'est une démarche intellectuelle qui est nouvelle et qui va révolutionner le métier de consultant, je pense, dans les 4 prochaines années. Euh, alors, on a aussi quelques questions, on va essayer d'y répondre, et je pense que tu Mm. es même d'y répondre. Est-ce qu'il y a une forte demande de consultants SAP S4HANA Retail? Moi, je ne le sens pas. Alors, on pourrait demander chez mes copains chez Delaware ou chez Beyond, enfin maintenant Syntax. Bah, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont passés sur S4. Mm. Et que le marché aujourd'hui sur le retail, c'est compliqué. C'est compliqué. Certains s'en sortent bien, d'autres moins. Il y a des lignes, il y a le fashion, qui est effectivement les configurations de couleurs, de taille, de stock. Ça, c'est un vrai métier et sur lequel il y a des grosses optimisations dessus. Et il y a des attentes sur S4HANA. Parce qu'effectivement, les marques qui ne sont pas juste des distributeurs, enfin, les enseignes ne sont pas juste des distributeurs, mais qui sont aussi des marques, on peut en citer, mais là-dessus, elles travaillent dessus et elles ont vraiment envie de capitaliser sur S4HANA pour que ce soit super efficace et que ça soit, voilà, et qu'elles aient zéro stock, des deliveries partout, du réassort qui se fasse quasiment en temps réel derrière. Je pense que ceux qui vont sur la verticale retail fashion, ça peut être une niche, mais il y a quand même un marché qui n'est pas négligeable. Ouais, non, moi je sais qu'on avait sollicité, pour ceux qui les clients, c'était Lacoste, et de se dire oui, j'ai fait du retail, mais c'était dans un type avec Picard ou avec de l'alimentaire. Mm. FHM, Allez, c'est un vrai métier. ouais. Donc j'ai passé l'entretien, ils m'ont dit bon, non, mais non, Mickaël, c'est un vrai métier. Donc je dis bon, voilà. Et tu as des consultants hyper spécialisés là-dedans. Bon, après, c'est comme tout. Pour moi, c'est plus un métier d'indep que vraiment quelque chose d'internalisé. Hein. Et après, il n'y a pas Non, tant d'entreprises que ça. Tu as non. les secteurs du luxe, voilà, tout le groupe LVMH. Mm. Et après, quelques marques françaises. Mais voilà, bon, l'habillement français étant ce qu'il est aujourd'hui, hormis le luxe, il n'y a que. Hein. Ouais, il y a que dessus. Forte demande, bah, si tu es indépendant, tu as déjà du boulot, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que je préconise d'aller là-dessus? Non. Bah, Non. non. Non, aller sur le bateau, s'ils ont la chance d'aller sur le bateau projet de Lacoste et compagnie, oui, effectivement, parce que ce sont des aventures extraordinaires qui sont en cours, qui mobilisent beaucoup de monde. C'est pas une garantie, effectivement, de nouvelles missions par la suite. Ce ne sera pas différenciateur. Ce qui est différenciateur, c'est la maîtrise du corps des flux, c'est-à-dire effectivement comment ça fonctionne. Et l'autre point, c'est la capacité à se vendre, qui aujourd'hui, dans un monde plus compétitif, il y a plus de freelance, il y a plus de CDI, il y a un peu moins de postes. Ça monte et ça descend, ça dépend, c'est assez hétérogène. Il y a quand même un déficit de savoir-faire en entretien pour présenter ses compétences et ses expériences et rassurer son interlocuteur. C'est vrai que quand on est freelance ou quand on est candidat, c'est pas un métier. On fait ça une fois, 2 fois par an maxi. On peut passer des entretiens, parfois on en passe plusieurs et ça fatigue, ça je peux le comprendre, mais ça nécessite d'être préparé, fait dans les bonnes conditions. Et là, aujourd'hui, il y a la barre, je pense que tu dois le voir, est bien plus haute qu'elle ne l'était auparavant du côté des acheteurs ou des employeurs. Elles veulent 120% de ce qui est demandé, oui. Ouais. Pour répondre aussi à Romain, alors un profil SAP S4 aujourd'hui doit comprendre OCC. Bah, c'est un gros client, oui, mais aujourd'hui, on va avoir deux profils. On va avoir des profils jeunes qui connaissent même pas ce que c'est le SAP UI, Mm. qui s'orientent sur des solutions cloud public, voire du cloud privé. Des consultants OCC, mais qui connaissent pas du tout le S4. Donc, tu vois, c'est pas nécessairement comprendre le CC, bah oui, comprendre le spécifique, oui, mais c'est pas forcément un prérequis. Donc, oui, les gros clients, ils sont sur de l'ECC, mais il faut Mm. quand même avoir des profils qui aient fait quand même des projets S4. C'est pareil, hein, les gros clients, je pense que ça doit être. Alexandre sera plus à même de répondre, de dire, quand même, ils vont dire, oui, si tu as quand même 2-3 projets S4 à ton actif, c'est plus intéressant que de te dire, bah ouais, tu as fait que des projets ECC, mais qui me dit que tu vas vraiment rentrer dans une optique d'optimisation de la solution SAP S4 et que tu vas me faire un brownfield avec, tu me répètes ce que j'avais dans le CC, dans le S4. Mm. Alors,
ce qui est surprenant, c'est que on voit circuler des feuilles de mission, des descriptions de job desk ou de postes qui sont assez standards ou qui expliquent plus ou moins bien effectivement les besoins. Les candidats et les freelances se présentent aux entretiens. Et puis il y a souvent un sujet qui n'est pas écrit et qui est dans la tête de l'interlocuteur, c'est-à-dire du futur N+1 ou N+2 derrière. Et s'il n'a pas ça, ça passe pas pour ça. Et souvent, ce travail d'explicitation, il est à faire par des candidats et des freelances, d'aller chercher la crainte, ce qui fait que la personne a besoin d'être rassurée à tort ou à raison pour ça. Et vouloir répondre juste aux besoins tels que c'est présenté dans le poste, c'est pas suffisant. Puisque à la fin, c'est une relation de confiance à mettre en place qui va décider, je prends un tel plutôt qu'un tel pour tel poste ou pour telle mission. C'est pas toujours très rationnel là-dessus. Et nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a des échecs qui sont dus à, non pas un manque de préparation, mais à un manque de questionnement de la part des freelances ou des candidats en entretien. D'aller comprendre le pourquoi du comment, de commencer son travail de consultant ou de chef de projet ou de manager en essayant de contextualiser le projet, contextualiser l'histoire, pourquoi il y a un recrutement aujourd'hui, pourquoi il y a un besoin aujourd'hui et dans quoi ça s'inscrit derrière. Et avoir 100% des compétences n'est pas la réponse. Mais par contre, la capacité effectivement à aller démêler la pelote et souvent sur ces projets-là, le N+1 ou le projet a des enjeux, sa place, sa crédibilité, de se dire bon faut pas que je me trompe dans ce recrutement derrière, à qui je confie les clés du camion derrière. Et ça, moi, j'incite vraiment aujourd'hui à aller chercher pour poser des questions. Mais qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui sur le projet? Où est-ce que ça coince? C'est côté métier, c'est côté intégrateur. Se prendre la tête avec les métiers d'intégrateurs fait partie du lot là-dessus. Les clauses contractuelles aussi, c'est leur disponibilité, c'est leurs freins, leurs habitudes. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour être rassurés? Après, vous avez ou non l'expérience, les compétences, c'est une autre chose. Mais allez creuser cette dimension-là. Et en général, déjà, c'est force effectivement de curiosité, ça le manifeste. Et en général, on démêle un sujet qui est super intéressant. Et là, le lien se crée avec la personne. Ouais. Ça, je rejoins ton point de vue. Par exemple, le client, hier, dans le sujet, lui qui est préoccupé, dit non, mais la méthode, on la connaît tous, on sait l'appliquer. Mais il a dit, moi, c'est de se dire, les personnes qu'on aura sur le projet, c'est leur capacité à gérer des outils, peut-être solutions depuis 20 ans. Devoir leur dire, je fais aussi de la conduite du changement, je pique les flux sous un budget, sous contrainte. Et de se dire, c'est du cloud public, donc de toute façon, même si tu es sur du S4, sur du fit sous standard, il faut lui dire, tu vas devoir l'adopter, mais gentiment, mais pas de toute façon dire à la fin et pas lui faire dire, de toute façon, tu vas l'appliquer de cette façon-là, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Mais ça aussi, et c'était seulement son questionnement, lui, c'était de se dire comment vous allez, quels seront les interlocuteurs sur ça, parce que pour moi, c'est ce qui va faire capoter le projet. Oui. Et aujourd'hui, ça y est, la notion de conduite du changement, depuis 1 an, elle revient à la mode. Ça n'a pas été le cas pendant des années, c'était le cas il y a longtemps ou autre. Il y a des cabinets qui étaient spécialisés là-dessus, il y en a qui le sont encore, qui font de la conduite du changement, qui ont des PMO transverses, qui effectivement on regarde comment ça fonctionne d'un côté, regarde les usages qui en est fait, voilà la résistance qui peut être faite et font des actions. La formation est un des éléments, mais c'est pas tout. C'est vraiment pas c'est un des éléments pour sensibiliser et expliquer comment ça va se passer derrière. Après, l'adhésion, la résistance et puis après, l'autre, ça prend du temps pour ça. C'est un vrai budget qui est à mettre en place, qui est un peu comme le MDM, pas toujours prévu au départ, là-dessus. Et puis, il y a un temps d'assimilation des nouveaux outils, je suis pas content parce qu'avant c'était comme ça. Ça prend du temps pour que ça passe derrière. Et aussi, il y a un aspect organisationnel. Parfois, ça modifie les fiches de poste. Ça modifie effectivement la manière de travailler, ça remplace certains postes ou autres derrière. Donc il y a un aspect humain qui est beaucoup plus important et impactant qu'on ne le pense. Quand on met S4HANA, on se dit au passage, si je peux m'éliminer 3-4 TP dans l'histoire, pourquoi pas, hein, on va pas s'en priver, ou voir les sous-traités ou les faire disparaître. Donc il y a des enjeux sociaux, des enjeux organisationnels. C'est pas purement applicatif cette histoire. Maintenant,
les entreprises en ont conscience, il faut des budgets, toi tu le sais, effectivement à mettre en face, il faut des ressources, et il faut aussi des consultants, des chefs de projet, des managers qui sont aussi mindés à ça, et que c'est pas effectivement une sorte de bulldozer qu'il faut mettre en place pour dérouler un projet dans les jalons à tout prix, et que parfois des pauses s'imposent, de manière à ce que tout soit digéré et que il faut les sponsors, il faut aller les voir, il faut, on va le redire, en discuter à la cantine, à la machine à café. Parce qu'effectivement, bah, il y a des sujets qui peuvent coincer, comme tu dis, l'échec d'un projet, il est rarement technique. Hein. Non, je pense que de toute façon, SAP a déjà fait le travail de brief, de dire voilà la méthode Activate, les 5 étapes, les piliers, ce qu'il y a dedans. Donc après, le client, il est pas plus con qu'un autre, il est pragmatique, il dit ah bah, ouais, mais si tout est standard, bah, dans ce cas-là, limite, tu as juste à pousser sur le bouton et voilà. Et tu dis non, non, moi je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous allez faire. C'est-à-dire, est-ce que, tu l'as dit, la formation, voilà, est-ce que j'ai des utilisateurs, est-ce que je vais avoir des supports, quels vont être ces supports-là. Les ateliers, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures, ça prend 3 heures. Moi, mes utilisateurs là, c'est des gens qui sont sur les machines. Est-ce que ils vont être à 50% sur le projet, à 100%. Là, vous me dites un projet sur le cloud public, ça prend entre 6 et 12 mois, mais quelle est la différence entre 6 et 12? OK. Si on arrive, alors des fois on dit 9, ouais, mais il me dit ouais, mais pourquoi 9 et pas 12? Tu vois, et tu vois, on pose vraiment des questions qui sont pas forcément celles sur la solution en elle-même. Pour eux, la solution en elle-même, il dit bah oui, SAP, ça fonctionne. Il me dit, je suppose que faire une commande d'achat, ça fonctionne, une demande d'achat, un MRP. Donc sur la solution, ils ne posent pas de questions. Non. Bah, pour eux, c'est dire bon bah ça coche, heureusement, parce que sinon tu dis bon si en 2025 SAP c'est toujours pas faire ça, il y a un problème. Il y a ça et que pas mal de projets sont vendus au forfait par les intégrateurs. Ils sont tous. En faisant ça, leur but, c'est d'aller le plus vite possible et de consommer le moins de ressources pour dégager plus de marge, ce qui est normal. Sauf que nous, on a des recrutements à faire en interne, dans les centres de compétences, pour mettre face effectivement à l'intégrateur qui, lui, va trop vite, trop fort, et résultat, bouscule les métiers qui eux n'ont pas d'histoire, ne savent pas gérer, contrer, n'ont pas d'argument, ou sans manche dans effectivement dans les avenants, des contrats qui sont dessus, enfin qui n'était pas prévu. Et le résultat, cette notion effectivement, de pression qui s'exerce sur l'entreprise fait que ça la déstabilise. Alors on nous sollicite en nous disant il nous faut un chef de projet, il nous faut un consultant, il nous faut un responsable de domaine, quelqu'un qui est capable effectivement de remettre là-dessus, de restandrer, de ne pas se laisser effectivement, de formaliser correctement les choses, de donner des données, juste ce qu'il faut à l'intégrateur pour qu'il puisse travailler. Mais il y a un savant mélange qui est en place. Ça fonctionne par réaction, il n'y a pas de règle, ça fonctionnera toujours comme ça, je pense, par la suite. Mais je pense que la pression, elle est forte aussi sur les entreprises, de part des intégrateurs, notamment pour ceux qui effectivement ont vendu des projets au forfait. Oui, parce que nous, on a tout intérêt à délivrer un projet en 6 mois que de le faire en 12. Bah oui, Encore une fois, on peut le faire en 6. Moi, je le dis plein de fois à un client, mais je dis, on met vraiment sous pression vos utilisateurs qui vont devoir signer les PV de recettes et valider la solution. Parce que nous, on leur dit, bah, on ne va pas leur dire à chaque fois, bah, attendez, je vais refaire en gros, ils vont se mettre derrière l'ordinateur avec ChatGPT. Attends, Mickaël, est-ce que tu me dis, est-ce que c'est pas ou pas? Et on ne peut pas se permettre de faire des ateliers. Si on dit un atelier, ça dure 3 heures, il ne va pas durer 9 heures. Parce que sinon, dans ce cas-là, tous les projets, ça dure 2 ans parce que les personnes vont poser plein de questions. Et techniquement, ça ne passera jamais. Donc oui, il y a une très forte pression. Donc c'est pour ça de se dire, bah, même par SAP, l'éditeur a dit, bah, si vous pouvez délivrer un projet en 6 mois. On a essayé, hein, je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Bon, les gens ont explosé. Il n'y a pas eu de grève, ça s'est passé. Mais ça aurait pu, hein. C'est-à-dire que les gens ont dit on arrête, on a posé le crayon, pendant 1 mois, on a posé le crayon. Et on a dit bon, on attend que ça se calme, et bah, le projet s'est fait en 12. Mais ça aurait dû être fait dès le départ. Mais c'est le risque. Après, il faut en discuter avec le client, mais comme tu l'as dit, ce qui a été signé au forfait au départ, c'est pour la pomme de l'ESN. Oui, oui. Sauf que oui. Là où il y a des compétences qui sont intéressantes, c'est de comprendre dans quel contexte travaille le consultant, qu'il soit interne ou externe, et quels sont ses enjeux et ses antinomies qu'il peut y avoir derrière. Et que moi, je dis toujours, c'est pas des réponses à tout.
c'est aussi effectivement d'emmener. Il y a une forme de leadership qui est important. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'effectivement, il est difficile à définir, mais une sorte effectivement d'engouement à faire, effectivement, de se dire oui, ça va être difficile, mais on va quand même y aller. On va le faire, on va le faire ensemble. Si vous avez des craintes ou autres, on va les démêler derrière. On verra comment on peut faire et trouver effectivement cette notion de compromis. Et là, les compétences relationnelles, les compétences humaines, elles sont importantes. Et c'est vrai que les clients, que ce soit dans le monde du conseil ou en interne, sont de plus en plus vigilantes par rapport à ça. Et certains passent, certains passent pas. Là-dessus, il y a un truc qui est à faire. Je pense que les entretiens sont à réussir sur plusieurs dimensions et de se projeter effectivement dans l'entreprise et de savoir si on arriverait à travailler avec ces personnes. On peut dire, bah, moi, les personnes avec qui je passe des entretiens, bah, leur tête ne me reviennent pas, j'y vais pas. Même si c'est bien payé, même s'il y a un super package, à la fin, c'est pas les rendre service. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop d'erreurs à ce niveau-là. On voit les personnes qui, effectivement, qui ont le fit ou pas avec l'entreprise. Maintenant, il y a des contextes projets qui sont difficiles. Certains aiment ça, d'autres, effectivement, n'aiment pas effectivement la notion de stress. Il y a certains projets qui sont très, très compliqués et très durs, parce qu'il y a eu effectivement des chaises musicales qui ont eu lieu ou autres derrière. Ça prend du temps. Les entreprises qui ont mauvaise réputation. Maintenant, mauvaise réputation il y a 1 an et aujourd'hui, ça a pu changer. C'est quelle direction est changée, aussi bien intégrateur que SN, enfin aussi bien intégrateur que clients finaux. C'est pas parce qu'effectivement les rumeurs étaient pas bonnes, celui qui est passé auparavant a dit c'était l'enfer et que là peut-être que le DSI a changé, le responsable a changé, voilà le reste. Et des projets, il y en a. Et je pense que il faut postuler, il faut discuter, il faut se poser la question, il ne faut pas se précipiter, il faut préparer les entretiens et se former. Alors ça fait beaucoup, c'est vrai, parce qu'effectivement les journées sont courtes, mais il y a un truc qui va se faire en 2026-2027, je pense, qu'une sorte, ça va vriller. Est-ce que ça sera emmené par la hype de l'IA? Probablement. Est-ce que ce sera le marché? Est-ce que ça sera effectivement les premiers qui vont lancer l'affaire, lancer l'éditeur peut-être aussi effectivement va pousser dans ce sens parce qu'il communique tous les mois dessus et il va créer un engouement, hein, je suis persuadé. Bah, sur là, la question se pose pas. De toute façon, nous, voilà, SAP nous embarque. Et moi, tu l'as dit. Moi, j'incite pas les gens à aller sur les comptes les plus difficiles. De toute façon, vous apprendrez encore plus vite que sur un compte qui est facile. Moi, si on me dit, bah tiens, c'est la merde là-bas, le client il a une mauvaise réputation, je serais presque dit, bah ok, on y va. De toute façon, ça ne pourra pas être pire que ce qu'ils ont déjà. Donc, ça pourra faire que mieux. Donc, après, voilà. Mais ce n'est pas adapté à tous les profils. On revient toujours même, flexibilité, mobilité, gestion du stress, être capable de discuter avec l'utilisateur de base, avec jusqu'au DAF, DG, ouais. Voilà, prendre à partie le DG et de lui dire, et de parler d'homme à homme, ou de femme à homme, ce que vous voulez. Ça ne doit pas être politiquement incorrect ou correct. Mais voilà, et je pense que ça sera d'autant plus apprécié qu'une personne qui va avoir le discours policé pour à la fin lui dire la même chose. Donc, vous aurez juste perdu 1 heure à lui expliquer quelque chose qui peut prendre 2 minutes. Donc, pour moi, c'est des très bons contextes, notamment pour des personnes qui ont cette résistance au stress. Allez-y, s'il y a des opportunités à prendre, celles-ci, elles le sont. On veut y aller. Donc, il y a. Oui. Après, tiens. J'essaye aussi de lire en même temps les petites questions qu'on a. Alors, pensez-vous qu'il y ait des perspectives positives pour du junior en reconversion, retail fashion justement, pour l'année à venir? Les annonces actuelles concernent de l'expert à 5 pattes actuellement. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc, c'est que j'ai appris récemment et j'étais passé à côté, l'alternance fonctionne jusqu'à l'âge de 30 ans. Et qui est des manières pour se former la meilleure. Effectivement, c'est alterner effectivement entre l'école et l'employeur. En plus, le coût est relativement accessible pour l'entreprise. Et donc, c'est un bon compromis derrière. Donc, ceux qui effectivement ont moins de 30 ans, regardez effectivement les offres d'alternance sur SAP. Il y en a quelques-unes qui circulent. Et si vous êtes éligible, tentez votre chance. Alors oui, vous ne serez pas payé une fortune, ça c'est sûr. Maintenant, les 12 mois, ils valent de l'or, quoi. Ouais. J'ai tendance à le rappeler, alors, comme quand on a un petit peu de bouteille tous les deux, Alexandre. Moi, vous savez, j'ai commencé à l'époque avec 2 masters, avec un salaire qui était un petit peu au-dessus du SMIC. Ouais. Il n'y a pas de honte. Et moi, j'ai appris le métier sur des postes utilisateurs. Je suis passé par l'alternance. J'ai fait l'alternance chez un groupe chimique allemand, Bayer. Et après, j'ai fait des missions d'intérim pendant 2 ans. Alors, je ne gagnais pas énormément, mais c'est ce qui m'a permis, après, lorsque j'ai postulé un poste de consultant,
bah, on me disait, bah, vous êtes opérationnel dessus? Bah, oui, et en plus, je connais le Mm. métier. Mm. Voilà. Donc, c'était un bon investissement. Moi, j'ai vu ça plutôt. Voyez ça comme un investissement. Hein. Vous n'avez pas gagné beaucoup au départ, mais après, les salaires peuvent être très évolutifs dans le métier. On le sait très bien. Pour les gens, encore une fois, qui sont mobiles, flexibles, etc. Donc, Il y a des postes qui sont dans des trous paumés, enfin, Besançon, c'est pas un trou paumé, mais c'est ce qui m'arrive pas, ou autre, Belfort, enfin, on va faire toute la liste, voilà, ou Vierzon, ouais, ou autre, des sortes de key-users, super key-users qui sont à pourvoir. Je sais pas comment je sais pas comment c'est payé, mais ce sont des super expériences pour apprendre. Et il y a des projets dans ces entreprises. Et en général, ce sont des équipes locales qui sont souvent technico-fonctionnelles et qui bougent pas, qui connaissent bien la maison et qui partagent les informations. Parce que c'est du local pour du local, c'est pas des trucs internationaux où il y a 36 centres de compétences dans le monde où ça circule dessus. Ça, c'est une chose. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on s'habitue tous à ChatGPT pour analyser, pour rédiger ou autre derrière. Et le truc commence à atteindre ses limites. Je dirais dès maintenant. C'est pas plus mal parce qu'effectivement, lire des documents qui sont du ressucé effectivement de ChatGPT, ça devient chiant. On voit que c'est là-dessus. Il faut. Et de ce fait, c'est à utiliser avec parcimonie et sortir de l'écrit devient de plus en plus important. C'est-à-dire la visio, l'email et le sursite qui est important. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui gagnent des projets, qui avancent, qui se disent je me déplace, je vais voir, je provoque une réaction en face et je joue pas au ping-pong avec de l'écrit, parce qu'effectivement, l'écrit aujourd'hui c'était des emails, maintenant c'est l'email dopé au chat GPT, ou voir des PowerPoint ou autre là-dessus. Donc il y a une envie de se dire bon, mets ton document de côté, on va discuter. Et quand on voit une des demandes qui sont ah, il faut absolument que je réponde, je pense que ce soit en entretien ou au travail, se dire on peut se parler 5 minutes au téléphone ou en visio du sujet derrière, que déjà on va gagner du temps et que on va pas relire ce que chacun a mouliné par ChatGPT, quoi. après, pour tout ce qui est doc, c'est un accélérateur. C'est vrai que Oui. de faire, comme on faisait à l'époque, des CD de design et de conception que personne tout compte fait peut lire, ou éventuellement quand on fait la reprise d'une TMA, des choses comme ça. Au moins, l'avantage, c'est qu'elle est structurée et tout le monde pourra la lire. Parce qu'on saura dire, OK, bah, que ce soit du chat GPT ou du Gemini, on aura la même structure. Donc, on saura quoi chercher. Et encore, demain, on aura des bibliothèques. Et on fait, mais pas surfaire. Donc, moi, je trouve aujourd'hui que c'est un très bon accélérateur. Mais ce qui n'empêche, c'est qu'encore une fois, pendant l'atelier, peut-être que demain, ça sera des humanoïdes qui feront les ateliers. Mais, parce que ça aussi, hein, c'est peut-être demain la vision du consultant humanoïde ou qui viendra préparer les ateliers pour vous. Donc, Hmm. pour l'instant, on n'y est pas. Donc, Non, et il y a ça. Et alors, une nouveauté, j'ai un petit peu de temps, il reste 3 minutes, que j'ai découvert. J'ai découvert les shadow consultants. Alors, ils sont en France. Qui sont ces shadow consultants? Eh ben, ils sont invisibles du marché par définition. Ils arrivent en mode expert parfois, pompier. On les voit pas. Ils sont derrière un consultant senior, derrière un manager, et ils font des missions spot à droite et à gauche. On a identifié une dizaine qui sont pas sur des missions de 3 6 mois ou autre dessus et qui sont appelés souvent en urgence ou à des moments particuliers et qui vont avoir l'expertise sur un sujet en particulier ou pas que une expertise, une sorte de rétro-feedback, de mentoring par rapport à certains. Ils sont bien payés. Si certains ça intéresse, ils peuvent nous contacter. Ça peut être sur des sujets de master data management, qui effectivement sont pas tout le temps sur les projets, mais qui sont très très précis. Il y a une méthodologie là-dessus. Des sujets de CO, PC, encore plus module qui est dessus dans le secteur industriel, qui vont toucher à rien, qui vont regarder les écrans, voilà, à côté, autres, et qui vont guider, et qui dire, bah, voilà ce qu'il faut faire, pas faire, ou autre. Ils sont facturés à l'heure, mais ils sont quelques-uns. Et souvent, aujourd'hui, comment j'ai découvert, c'est qu'ils bossent en sous-traitance pour les ESN. Et ils travaillent pour 3-4 ESN, ils sont appelés quand il y a besoin, et ça leur fonctionne, ça leur convient très bien. Mais ils apparaissent nulle part. Ils sont pas dans les radars. après, on l'avait évoqué, demain, c'est de dire qu'on a des consultants qui sont mutualisés. C'était aussi une des pistes, hein, mutualisés à l'heure. Demain, tu pourrais avoir ces fameux consultants qui ne deviennent plus shadow, mais réels, Mm. mutualisés entre 5 ESN, qui te dit, bah, moi, je ne peux pas l'avoir à plein temps, Non. mais c'est un expert, et l'expert pourrait te dire, bah, plutôt que être un DEP, en gros, j'ai un salaire mouse costaud, mais qui est reventilé sur 5 ESN et qui me permet de satisfaire tout le monde. Hein. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Ouais, alors le droit français le permet. Certains ont essayé, effectivement, des contrats partagés entre entreprises.
pas simple. Ça existe sur le papier, en réalité, c'est pas il se peut qu'effectivement, un freelance qui ait un volant d'affaires avec 3 ESN toute l'année, fasse ce qu'il faut pour ça. Mais oui, oui, je pense que même cette mutualisation, elle existe. Moi, j'en ai cherché un qui m'a dit: «Mais moi, je travaille pour 3 ESN, différentes sur un sujet bien particulier, derrière. J'ai ce qu'il me faut, je peux me rajouter effectivement un projet en plus, en direct si j'ai besoin». Et ça fonctionne. Après, les ESN se prêtent les consultants entre eux, enfin se les facturent entre eux sur certains sujets. Mais cette notion, elle est intéressante parce que c'est pas le consultant qui met la solution, c'est celui qui est en dehors de la mêlée quoi et qui arrive juste ce qu'il faut, au bon moment, quand il y a besoin. Je pense que de toute façon, c'est aussi encore un des métiers où, tu vois, le pompier de service, on en aura toujours besoin, parce que c'est comme quand tu as, je sais pas, t'as une panne d'électricité en plein milieu de l'hiver, puis tu as un bébé, bah, il Mmh. faut que le gars, il intervienne rapidement, qu'il connaisse suffisamment, et ça, on en aura toujours besoin. Donc, ces profils-là, alors, c'est toujours dommage d'utiliser le terme shadow, il devrait plutôt être mis en avant, parce Mmh. qu'ils sont essentiels. Ouais, ils sont shadow parce que souvent l'intégrateur veut pas dire qu'elle a pas les compétences. Oui, Donc mais elle se mais ça, elle assume pas. Je pose la question: «Pourquoi vous êtes pas révélé?» «Bah, non, non, l'intégrateur veut pas dire que ce soit moi qui l'ai fait, quoi». ouais, c'est qu'à un moment, il va l'être, et bref, ouais, c'est un peu hypocrite. Je pense que c'est toujours dommage, hein, il faut plutôt être transparent là-dessus. Des clients, et tout le monde sait que tu n'as pas forcément toutes les ressources disponibles à l'instant T, et c'est encore plus facile si tu es transparent de te dire voilà, on a l'habitude, et là c'est encore mieux de dire voilà, on a l'habitude de se travailler avec cette Mmh. personne-là, et ça rassure plutôt tout le monde. Se dire bah, on le rend visible, on sait qu'il est là, et que s'il y a un problème, bah, il sera disponible. Moi, je suis plutôt dans ce sens-là. Oui, j'en connais un sur REFX. Bah oui, effectivement, ça c'est une niche. Il y a Ouais. quelques experts sur le sujet qui interviennent, en mission spot, ou qui même souvent sont, des renforts de freelance entre eux. Ils s'entraident entre eux, Ouais, et ouais, surtout qu'en plus RFX change, on ne doit plus dire REFX maintenant, le nom a encore changé, je crois, et en plus SAP s'est mis avec, je ne sais plus comment ça s'appelle le soft, ON, ça se met en Mion. Bon, bref, oui, c'est des solutions où bah, nous on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on investit ou pas sur du REFX. mmh, On investit, mais c'est de se dire c'est encore un profil qui sera jamais un expert, qui va être capable d'être en interne, en gros, pour discuter avec les freelances sur lesquels on intervient. Mais voilà, il n'y en a que quelques-uns sur le marché français, hein, des spécialistes du real estate. Donc, on n'a pas suffisamment de bande passante pour que ça soit du plein temps. non, puis il y a pas assez de clients en face qui Non. l'utilisent, à fond, et c'est ça, parce que il y a une dizaine de comptes en France qui l'utilisent. Après ça tourne dessus. Celui qui a un projet, oui, et ça il est là, il y a plus de ressources, et c'est toujours pareil pour ça. Ouais, non, mais c'est des modules comme ça, bien particuliers. Il y a de la demande, un peu comme on l'a évoqué tout à l'heure sur FHM, et qui est réservé à des experts. Mmh. Donc, Jean, je pense qu'on a déjà fait voilà, une belle année 2025. Oui. Donc, moi, je peux souhaiter que ça continue ça sur l'année 2026. Je pense que ça va permettre de voir à chaque fois si on s'est trompé sur nos prédictions, ou on s'est. Ah oui, on essaiera d'évoquer aussi le changement sur les certifications, hein, avec Mmh. l'avènement des certifications avec l'IA. Le fait que pendant la certification, tu n'as pas le droit de parler à haute voix parce que tu pourrais avoir un système qui enregistre automatiquement les questions qui se trouvent. Voilà, c'est dans les trucs et anecdotes où j'ai vu qu'il y avait un petit QCM, c'est de se dire qu'est-ce que je n'ai pas le droit pendant la certification avec devant ton écran. Là, Mmh. tu n'as pas le droit de parler à haute voix. On l'a essayé, on pourra en discuter l'année prochaine. Ouais. Donc voilà. Donc, Mais oui, ça mérite d'exister, et je pense que ça ouvre des possibilités qui sont aussi intéressantes, même si c'est le début de l'histoire. oui, mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire. L'éditeur veut que tous les consultants soient certifiés. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux vendre du cloud, du private, tu dois avoir un minimum de consultants. Donc, c'est plus de Mmh. savoir si tu vas l'être ou pas, c'est que tu dois être certifié. Même si beaucoup de gens qui sont comme moi se disent que la certif, c'est un joli macaron, et voilà, mais ça ne fait pas de toi un bon consultant. Mmh. Ça te fait une bonne tête. Bon. Voilà.
N'hésitez pas à mettre toutes les questions qu'on n'a pas pu, auxquelles on n'a pas pu répondre. On essaye de faire ça et tous les sujets qu'on juge pertinents et on les évoque dans le prochain qui a lieu en 2026. Donc, on pourra reparler de la certification et toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre. Voilà. Bon, merci Michael, et puis bonne fête à tous. Merci, très bonne fête et à très bientôt. Et n'hésitez pas à faire appel à nous, que ce soit pour la partie HR pour Alexandre, ou si vous avez besoin de consultants un petit peu expérimentés avec une jolie barbe de Père Noël pour 2026, voilà.